Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème c'est cybersécurité. Notre point du jour, du mois même, je peux dire, au bar de l'économie, eh bien, c'est grâce à mon invité du jour, Benoît Grunebaum. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, on va parler cybersécurité, car vous êtes un expert en cybersécurité chez i7. i7, c'est un fabricant, un fournisseur de logiciels, comme on dit, antivirus. Est-ce qu'on dit toujours ce mot, d'ailleurs ? C'est un mot que l'on utilisait il y a 30 ans, quand nous avons été créés. Effectivement, aujourd'hui, l'antivirus, on va dire, sert à détecter les fichiers malveillants, mais malheureusement, notre société est énormément numérique et ça ne suffit plus. Donc, effectivement, on utilise le mot antivirus parce que ça permet de savoir exactement de quoi on parle. Alors justement, il y a eu beaucoup de nouveautés produits, puis vous avez été les premiers l'année dernière à trouver des nouveaux virus. Expliquez-nous un peu les avancées, j'allais dire, des hackers. Alors, il y a malheureusement des grandes avancées qui sont faites au niveau des cybercriminels parce que on avait auparavant des cybercriminels qui étaient majoritairement motivés par l'appât du gain, des petites entreprises, si je puis dire, dont l'objectif était de nous arnaquer. Et de l'autre côté, on avait les grandes entreprises plutôt, on va dire, financées par des États ou par des grandes entreprises qui voulaient faire du cyberespionnage. Et malheureusement, on a vu une sorte de fusion, un mariage pour le pire entre ces deux catégories. Et on voit aujourd'hui des cybercriminels qui vont utiliser des techniques auparavant plutôt réservées aux grands groupes d'attaquants, mais pour attaquer une cible beaucoup plus large de TPE, PME, finalement, de tous ceux qui sont connectés à Internet. Voilà, alors je ne vais pas citer de nom, mais moi j'en connais, des TPE même on peut dire, parce que ça descend, c'est pas une question de taille d'entreprise, maintenant c'est fini ça. Ah, complètement. En fait, le fait d'exister sur Internet fait qu'on intéresse le cybercriminel. Et d'ailleurs, on le voit bien parce que le RGPD, le règlement européen sur la protection des données personnelles, s'adresse à toute entreprise, quelle que soit sa taille. Et c'est bien parce que on a des données personnelles en tant qu'entreprise et qu'il faut les protéger à la fois pour protéger, si les données personnelles sont celles de nos clients, donc protéger nos clients, mais également se protéger soi-même, à savoir secret industriel ou même fonctionnement. Alors, quelles sont les tendances et les défis que vous avez repérés chez i7 ? C'est vraiment spécifique aux petites et moyennes entreprises. C'est la nécessité de continuer à fonctionner malgré le risque et malgré les cyberattaques qui peuvent arriver, qui sont de différents niveaux. C'est-à-dire qu'on a des cyberattaques qui peuvent simplement prendre les informations et on a des cyberattaques qui peuvent nous mettre complètement dans le noir, complètement dans l'incapacité de produire. Et moi, j'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit, même s'ils sont de taille un peu grande. Mais le premier, c'est la fuite de données qu'a subi Uber, donc récemment, et là, il n'y a pas eu d'arrêt de service. Par contre, les données ont fuité, donc elles sont aujourd'hui disponibles pour les cybercriminels. C'est important parce que si on est client, si on a un compte, ça veut dire que potentiellement, notre login et notre mot de passe, donc notre adresse email ou notre numéro de téléphone, ainsi que le mot de passe associé, se retrouvent dans la nature. Donc un cybercriminel va pouvoir utiliser cela pour se connecter peut-être à d'autres comptes. Voire même à notre compte. Il peut vendre notre compte et un jour on voit qu'on a une activité sur notre compte qui dit que vous êtes déplacé de tel endroit à tel endroit alors que c'est pas vous. Vous avez un débit, mais c'est juste parce que quelqu'un s'est connecté à votre compte et qu'il a utilisé votre compte Uber à votre place. Et donc ça, c'est un problème. Et le deuxième, c'est celui de l'hôpital, du centre hospitalier sud-francilien à Corbeil-Essonnes, et qui, lui, s'est retrouvé complètement dans l'incapacité d'utiliser son système d'information. Ça fait plusieurs semaines maintenant. Et le coût estimé pour la remise en service est aux alentours de 7 millions d'euros. Mais est-ce que ça veut dire que même si l'entreprise duplique ses données, c'est difficile de remettre tout en service ? Alors, il y a effectivement deux éléments qui sont importants. La première, c'est a-t-on encore accès à ces données lorsque l'on s'est fait pirater ? Si la réponse est oui, grâce à une sauvegarde bien faite, sur plusieurs points, qui n'est pas connecté. Il y a différentes techniques qui sont importantes, effectivement, les sauvegardes déconnectées. On peut repartir, mais il ne faut pas oublier que dans la plupart des grandes entreprises, c'est un peu moins vrai sur les petites, mais dans la plupart des grandes entreprises, il y a des applications. Par exemple, si vous êtes un hôpital, vous avez la radiologie, vous avez l'accueil des patients, savoir où est-ce qu'ils sont dispatchés, la délivrance des médicaments aussi repose sur des applications. Et si ces applications ont été attaquées, eh bien, il faut les remettre en place. Et là, ça prend du temps.
voilà un petit peu, on vous a un petit peu expliqué comment ça se passe. Est-ce que, donc, dans les tendances et les défis, est-ce que c'est de plus en plus complexe ? Notre société est par essence de plus en plus complexe et le numérique vient rajouter une complexité parce que même si on a l'impression que l'on maîtrise, si on sait poster ou aller sur Facebook, si on sait poster ou aller sur Instagram, TikTok, etc. En fait, on a un sentiment de maîtrise, mais c'est pas parce qu'on maîtrise l'utilisation qu'on maîtrise les tenants et les aboutissants. Et avec le numérique, il y a beaucoup plus de complexité et donc de risques. Alors justement, prenons ces deux exemples, Instagram et TikTok, ou TikTok si vous voulez. Quels sont les risques pour nous si on diffuse quelque chose, si on ouvre un compte et qu'on diffuse un contenu ? Ce qu'il faut bien voir, c'est que TikTok est devenu presque la plateforme numéro 1. Il y a à peu près 1,2 milliard d'utilisateurs chaque jour qui s'y connectent et qui l'utilisent. Ce qui veut dire que les cybercriminels suivent les tendances, ils sont extrêmement forts et ils savent où aller pour trouver des nouvelles cibles. Je pense qu'il y a beaucoup de marketeurs qui devraient suivre les tendances des cybercriminels pour savoir où aller. Et donc malheureusement, ils déportent les techniques qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, par exemple l'hameçonnage, le SMS, sur la plateforme TikTok qui est très populaire. Donc on va voir de l'hameçonnage, donc ça veut dire des faux messages qui vont vous demander parfois de sortir de la plateforme TikTok pour récupérer votre login, votre mot de passe. À ce titre d'ailleurs, il faut se souvenir que jamais une plateforme comme TikTok ne vous demandera de confirmer votre mot de passe ou de donner les 6 chiffres qui par exemple vous permettent de vous connecter de manière sécurisée. Vous avez également des faux comptes qui vont vous dire vous avez gagné une paire de baskets, vous avez gagné ceci ou cela. Par contre, il faudrait nous avancer les frais de livraison. Donc généralement, quand ça commence à vous demander de l'argent, il y a anguille sous roche et il faut être très méfiant. Est-ce que vous estimez, vous chez i7, que TikTok amène beaucoup de problèmes de cyberattaques, beaucoup plus que d'autres plateformes ? Alors, beaucoup plus, la réponse est oui. Et en fait, c'est surtout un transfert de là où sont les cybercriminels et là où ils vont trouver leur cible. Donc, au début de TikTok, il y avait moins d'attaques parce qu'il y avait moins de monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'attaques parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Mais de toute façon, ces attaques, on les trouve aussi avec Le Bon Coin. Complètement. On les trouve avec... Qui fait pirater les adresses mail. Exactement. Et donc, les attaques que l'on va retrouver sur Le Bon Coin, finalement, on peut peut-être classer Le Bon Coin dans la catégorie réseaux sociaux, plateforme d'échange. Et à ce titre, les cybercriminels vont aller sur cette plateforme-là, profiter du fait que vous pouvez un peu baisser votre garde sur ce type de plateforme parce que vous êtes là pour vendre, vous êtes là pour rentrer en contact. Sur TikTok, vous pouvez tout à fait ne rentrer en contact avec personne, simplement soit regarder, soit partager vos propres contenus, mais bon, vous pouvez avoir peu d'interactions si vous le souhaitez. Alors qu'avec Le Bon Coin, soit vous achetez, soit vous vendez, mais vous avez un objectif clair et un objectif où il y a une monétisation qui rentre en jeu. Donc là, le type d'attaque via, par exemple, Le Bon Coin, puisque c'est du marchandage, comme vous l'avez dit, c'est quoi ? C'est par SMS la plupart du temps ? On nous demande des coordonnées qu'il ne faut pas donner forcément. Bien entendu. Alors, quand on partage ses coordonnées, d'une manière générale, il faut rester dans l'application. Et l'application Le Bon Coin a un élément aussi qui est très intéressant, c'est qu'il y a une messagerie interne qui fait qu'on ne divulgue pas ses coordonnées à celui avec qui on veut faire une transaction. Et il faut conserver cette attitude de rester sur la plateforme pour ne pas qu'on vous emmène dans une autre plateforme où il y aurait moins de contrôle. On va essayer, vous essayez de vous emmener sur des messageries instantanées ou vous discutez par adresse email. Et il faut bien rester sur la plateforme parce que les cybercriminels ont pour objectif de récupérer votre RIB, de vous faire payer des faux frais d'avance, de vous dire je suis à l'étranger, il faudrait faire une transaction comme ceci, convertir, moi je vous fais un virement, faites-moi un Western Union, sauf que le virement, vous pouvez recevoir l'argent, 2 jours après vous voyez qu'en fait il a été refusé, donc en fait l'argent disparaît, mais vous entre-temps, comme vous avez vu l'argent, vous avez fait un Western Union, sauf que le Western Union, il n'est pas possible de revenir en arrière. Donc vous avez cru avoir l'argent, mais en fait celui-ci est reparti.
Donc il faut être très très prudent sur ces plateformes, bien rester dans la plateforme et bien suivre les conseils qui sont donnés sur ces plateformes. Donc Benoît Grunewald, si on reçoit un SMS qui nous dit voilà, je suis intéressé par votre produit, je veux l'acheter, mais donnez-moi votre mail, votre numéro, je sais pas quoi, de téléphone et puis quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on fait là? On répond en disant désolé, je ne parle que au travers de la plateforme en question, ou on ne répond même pas du tout? C'est à vous de voir, parce que si à un moment ou un autre l'interlocuteur a réussi à avoir votre numéro de téléphone, c'est que la plateforme l'a donné. Donc il faut peut-être se poser la question des paramètres de confidentialité que l'on a autorisés ou pas dans la plateforme. Et en l'occurrence, moi je dirais que c'est quand même plus prudent de rester dans la plateforme, et voire même de ne pas répondre, ou alors de répondre par la plateforme. Donc ça, c'est une bonne consigne, bien pratique. Merci Benoît Grunewald. Je rappelle que l'année dernière, vous avez découvert chez i7 des nouveaux logiciels de piratage. Oui, alors quels étaient-ils? On découvre... alors je ne veux pas être anxiogène, parce que du coup quand on les découvre on les arrête, donc c'est un cycle, alors j'allais dire vertueux, mais bon, on sait que les cybercriminels eux sont très actifs, mais nous on l'est également, la communauté de la défense est très très active également, et alors notamment on a découvert 2 logiciels qui ont été menés lors d'opérations précédant l'invasion terrestre de la Russie en Ukraine, qui ont attaqué des cibles de choix pour complètement détruire leurs ordinateurs, alors logiquement, hein, pas physiquement, mais logiquement, pour permettre l'avancée des forces russes au sein du territoire ukrainien. Donc ça, c'est pas du baratin, j'allais dire, c'est pas une fake news. Ah non, c'est vraiment c'est une vraie cyberguerre. Ce sont voilà, 2 logiciels malveillants qui avaient pour objectif de bien détruire, rendre inaccessibles les machines. Je tiens à le préciser, parce que ensuite, pour répondre à ça, ensuite il y a eu donc une réunion d'autres hackers anonymes qui ont été contre-attaqués des installations en Russie et qui ont fait la même chose, qui ont piraté leurs données. Oui, alors... Moi, je rentre pas tellement dans ce débat, parce que des actions, comment dire, qui peuvent être menées de manière indépendante, peuvent également perturber des actions qui, elles, sont coordonnées avec les forces de l'ordre. Parfois, notamment, si on rentre, par exemple, dans un réseau et que, en fait, il est déjà utilisé par des forces de l'ordre de manière plutôt discrète, on peut perturber des opérations. Donc, je dirais qu'il faut avoir la plus grande prudence lorsque l'on cherche à mener soi-même des opérations. Et surtout, on a vu que quelques semaines après, il y avait d'autres tentatives qui avaient été menées par des groupes d'attaquants. Alors nous, notre raison d'être n'est pas d'attribuer ces attaquants à tel ou tel pays. On va attribuer ces attaquants à des groupes d'attaquants, et ensuite les États, eux, font l'attribution. C'est-à-dire que voilà, on ne saurait pas dire quel est le pays qui est derrière l'attaquant. On sait avec une forte certitude quel est le groupe d'attaquants. Donc là, ça n'est pas une fake news que de dire que vous avez bien repéré un groupe d'attaquants côté russe pour détruire des forces côté Europe. Déstabilisés au moment de l'invasion terrestre. Et on a vu ensuite une tentative de coupure d'électricité sur le territoire ukrainien, qui est arrivé quelques semaines après, et qui avait donc pour objectif, encore une fois, de déstabiliser le pays à un moment où il aurait bien eu besoin de son électricité. Et là, on a travaillé avec les forces de l'ordre ukrainiennes pour trouver cette menace et ensuite faire en sorte qu'elle n'agisse pas et qu'elle ne coupe pas l'électricité sur une région au nord de Kiev. Donc en fait, finalement, les entreprises peuvent s'adresser, les entreprises ou les États, et les institutions, bien sûr, peuvent s'adresser à vous pour réagir au quart de tour, j'allais dire, et pas seulement offrir une opération toute clé en main, comme nous, le particulier ou la petite entreprise, on peut le trouver dans le commerce. Oui, complètement. Dans de nombreux endroits du monde, nous participons à des opérations bien souvent mondiales, coordonnées avec les forces de l'ordre, parfois avec des confrères. Et l'objectif, c'est bien d'arriver à saisir, enfin, ce que la justice, parce que nous, encore une fois, on reste dans notre rôle, on n'est pas la justice ni les forces de l'ordre, et à ce que la justice puisse, avec l'aide des forces de l'ordre, stopper les cybercriminels qui mènent des opérations, notamment d'envergure.
Alors, on a bien évoqué, Benoît Grunemwald, la complexité des cyberattaques. Là, c'est un exemple vraiment, voilà. Et qu'est-ce que vous avez découvert d'autre cette année, en tout cas Alors, un certain nombre de logiciels qui vont permettre à des cybercriminels de prendre la main sur des machines. Je pense notamment à des botnets. Et ces botnets ont pour objectif de rentrer dans des ordinateurs, qu'ils soient particuliers ou d'entreprise, et de les utiliser. Alors, soit les utiliser à leur fin propre, hein, c'est-à-dire pouvoir s'en servir pour stocker des informations, envoyer du spam, mais aussi récupérer les informations qui sont sur les ordinateurs, les logins, les mots de passe, les cartes bancaires qui seraient stockées, les mots de passe qui sont stockés notamment dans des fichiers Excel, la correspondance, les données personnelles, et tout cela va ensuite être exfiltré et monétisé auprès d'autres cybercriminels qui peuvent avoir des objectifs différents, par exemple le chantage. Est-ce que nous, derrière notre ordinateur, qu'on soit évidemment qu'on travaille ou qu'on soit un particulier, est-ce qu'on peut s'en rendre compte? Est-ce que si on observe un léger retard à l'allumage, j'allais dire, alors que... Les cybercriminels sont de plus en plus, je dirais, discrets et fins quant à leur technique. Et si auparavant, le mauvais fonctionnement d'un ordinateur pouvait être un signe d'une attaque en cours, aujourd'hui, nous avons des machines de plus en plus puissantes et Internet également qui est de plus en plus véloce, ce qui fait qu'on a moins la possibilité de se rendre compte qu'une attaque est en cours. Parce que je pose cette question parce que, par exemple, Microsoft... pour les PC, offre un certain nombre de protections. Complètement. Un certain nombre de protections qui sont essentielles et minimales et qui apportent un niveau de protection contre lequel il ne faut pas lutter. Il faut vraiment ce minima de protection. Et ensuite, il existe des offres qui sont un petit peu plus complètes. D'ailleurs, Microsoft, pour les grandes entreprises, propose des offres additionnelles à leur version gratuite. Et nous, on vient effectivement compléter cela aussi parce qu'on se rend compte que les techniques justement utilisées par les cybercriminels nécessitent d'avoir une vision qui est beaucoup plus complète que celle qui est proposée par des outils soit gratuits, soit minimales. Alors vous êtes... peut-être à l'origine de ce nouveau mot qui commence à rentrer dans le langage, c'est ce qu'on appelle la cyber-résilience. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors le terme de résilience est un terme qui est de plus en plus utilisé, on l'a vu notamment avec la pandémie, et ce terme de résilience est important parce que on pense souvent à résilience pour l'industrie ou pour des éléments très importants où on va avoir réfléchi à la manière dont on va pouvoir continuer de fonctionner malgré une dégradation certaine de nos outils de production, par exemple. Et pour nous, il nous semble vraiment important de mettre l'accent sur le fait que la résilience doit aussi être considérée par le prisme cyber, parce que même si on est une petite ou une moyenne entreprise, on peut être une station de production, un très beau studio, et le jour où on se prend un logiciel malveillant, eh bien, votre studio va tout simplement arrêter de fonctionner. Donc, vous êtes une TPE et pour autant, vous reposez sur l'informatique, vous êtes complètement numérique. Donc, c'est important de réfléchir à sa situation, à sa résilience, c'est-à-dire pouvoir continuer à fonctionner, pouvoir continuer à générer soit de l'argent, soit un service, si on est une association ou une commune, malgré un mode dégradé. On peut tout à fait se poser la question de si demain mon ordinateur arrête de fonctionner, que fais-je ? Comment est-ce que mon activité peut continuer à fonctionner malgré cela ? Voilà, donc l'importance de faire des sauvegardes régulières. De faire des sauvegardes, de les tester, parce que vous pouvez tout à fait croire que vous sauvegardez, que la sauvegarde se passe bien, mais vous avez acheté par exemple un disque dur, vous êtes très précautionneux, vous le mettez, vous sauvegardez dessus, et puis en fait le jour où vous avez une attaque ou une perte de données, vous vous rendez compte que le disque dur n'a pas sauvegardé. Parce que vous pensiez faire la bonne manipulation, mais en fait, c'était pas la bonne. Benoît Grunemwald, je rappelle que vous êtes expert cybersécurité chez i7. En fait, avec les logiciels que vous proposez, on a tous les niveaux, bien sûr, de protection. On va pas les détailler. Il y a peut-être un produit du futur, peut-être qui va bientôt arriver, une nouveauté.
Oui, c'est une nouveauté qui est destinée à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. On l'a dit, il y a énormément de complexité dans les cyberattaques parce que derrière, on a des groupes d'attaquants qui sont à la fois évolués et dont la motivation est tout simplement de nous attaquer parce que c'est une entreprise certes cybercriminelle, mais il faut qu'ils fassent de l'argent. Et en fait, pour simplifier la détection de ces attaques, on a créé une solution qui est chez nous, dans notre cloud, et qui prend les fichiers inconnus, donc potentiellement malveillants, et à ce moment-là on ne le sait pas, qui les envoie chez nous et là on va les décortiquer. On va les décortiquer avec des machines physiques, donc on a un data center où vous avez différents ordinateurs, et on va les décortiquer également avec des machines virtuelles, donc on va simuler un ordinateur. On va jouer le temps, on va déplacer la souris, faire croire à la menace qu'elle est sur un ordinateur lambda, et comme on a des ressources qui sont énormes dans le cloud, on va faire ça extrêmement vite. Et ça va permettre au logiciel de se dévoiler et à nous de comprendre s'il est malveillant ou pas. Et en moins de 2 minutes, on va comme ça pouvoir agir et contrer le logiciel malveillant, si cela en est un, et protéger les utilisateurs sans que ça vienne ralentir leur ordinateur et sans que ça ne les gêne dans leur travail quotidien. Donc ça, c'est se préparer à l'inattendu finalement. Exactement, parce que les cybercriminels utilisent des moyens que l'on voit, qui sont les nôtres en tant qu'entreprise. Si vous avez une messagerie bien connue que vous ne payez pas et qui est dans le cloud, eh bien, c'est une technologie cloud qui notamment va utiliser du stockage, mais également de l'intelligence artificielle. Et il n'y a aucune raison pour que les cybercriminels n'utilisent pas ni le cloud, ni l'intelligence artificielle. Donc ils sont capables de générer de l'inattendu, et c'est même d'ailleurs ce qui fait leur force finalement, et c'est le jeu du chat et de la souris. Alors nous on se prépare à l'inattendu et on fait en sorte, grâce à de nombreux conseils, que ça soit sur notre blog, que ça soit également pour les parents, pour protéger leurs enfants, pour comprendre comment fonctionnent notamment les réseaux sociaux, quels sont les dangers. Et donc grâce à ces informations, eh bien nous on va préparer notre public à faire face à l'inattendu pour éviter d'aller dans la crise. Et c'est bien ça, tout l'enjeu, c'est de ne pas passer en mode crise, on peut être en mode dégradé, mais voilà, il faut éviter d'aller jusqu'à la crise. Alors ce produit miracle, j'allais dire, c'est pour quand et comment va-t-il s'appeler? Alors il s'appelle LifeGuard Advance. Et il est disponible à partir de la semaine prochaine en tant qu'option dans nos solutions que l'on appelait auparavant antivirus, mais qui aujourd'hui font bien plus que cela. Bien sûr. Merci beaucoup Benoît Grunenwald pour tous ces petits trucs et astuces de comment se protéger face à toutes les menaces. Et on sait que les hackers ont beaucoup de ressources et beaucoup de moyens financiers pour faire de la recherche, oui, pour aller toujours plus loin. Mais nous, on a aussi, il faut aussi voir le verre à moitié plein. On a aussi d'excellents moyens pour se protéger, à la fois techniques, comme ceux que propose notre société et d'autres, mais également de sensibilisation, d'information, de formation, et faire monter en compétences ses employés pour une petite et moyenne entreprise. C'est se protéger soi-même, protéger son entreprise, mais également protéger ses employés à la maison. Et donc là, on fait d'une pierre deux coups et c'est tout à fait bénéfique. Alors le gouvernement a annoncé vouloir mettre en place un contrôle Internet pour tous les appareils. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et c'est faisable? Alors, c'est tout à fait faisable. Ça ne sera pas facile, mais c'est tout à fait faisable. Pas forcément, d'ailleurs, dans chaque appareil, parce que si vous avez une caméra ou si vous avez un jouet connecté, il peut être compliqué d'installer dans le jouet un contrôle parental. Par contre, il y a des solutions pour protéger de manière périmétrique, c'est-à-dire de repérer le jouet sur son réseau et de dire « toi, tu n'as pas le droit d'aller sur… » Et puis là, on peut définir des différentes catégories où tu n'as pas le droit d'avoir un comportement suspect. Ou de partager trop d'informations, notamment si on est sur un jouet. Et c'est effectivement une initiative que l'on soutient et à laquelle on croit très fort. On a d'ailleurs depuis longtemps développé des technologies qui vont dans ce sens, à la fois pour les opérateurs, fournisseurs d'accès Internet, mais également pour les particuliers, afin de les protéger, de protéger les enfants, notamment avec un contrôle parental. Et c'est
C'est pour moi quelque chose qui est aujourd'hui indispensable, mais encore une fois, une solution technique toute seule ne résout pas le problème. Il faut encadrer le contrôle parental par une discussion, par une compréhension et par un élément d'accompagnement très fort avec le jeune qui va découvrir les réseaux sociaux, découvrir Internet. Et le contrôle parental, c'est une ceinture de sécurité sur une voiture, mais si vous roulez à tombeau ouvert sur une petite route de montagne sinueuse, elle ne vous sauvera pas. Il faut avoir un bon comportement et savoir pourquoi on a ce comportement-là, pas juste mettre des limitations ou des règles sans les expliquer, surtout avec les enfants. Merci beaucoup Benoît Grunewald. En conclusion, peut-être on peut dire que i7 recrute, donc 5 postes, hein, si je ne me trompe pas. Dans quel secteur de l'entreprise ? Alors effectivement, on continue d'avoir une très belle croissance. On est basé à Pavillon-sous-Bois, mais dans la France entière, parce qu'on est extrêmement ouvert au télétravail. Aujourd'hui, on est à peu près 130 et on a beaucoup, un bon nombre de nos employés qui sont en télétravail. Et on recrute, je vais dire, dans quasiment tous les domaines d'activité que sont les nôtres, à la fois au commerce, à l'avant-vente, à la technique et dans les fonctions support. Et je dirais qu'il n'y a pas on ne cherche pas uniquement que des experts. Parce qu'une société fonctionne avec des niveaux d'expertise différents, fonctionne avec des ressources différentes, et on a besoin à la fois de juniors, d'intermédiaires, de seniors. Tout le monde a sa place dans une entreprise. Et, vous voyez, par exemple, moi, ça va faire 25 ans que je travaille dans cette entreprise-là, et je suis rentré en alternance. Notre directeur commercial, ça fait 6 ans qu'il est là. Voilà, on a vraiment beaucoup de personnes qui sont très très attachées. On a une politique RH et RSE qui me semble tout à fait pertinente, et on accueille à bras ouverts toutes les forces vives, quel que soit leur niveau. Ben voilà, que vous ayez de 18 ans à 70 ans, tapez à la porte 17, comment on fait ? On va sur Internet, sur le site, et on envoie directement sur contact, ou bien... Tout à fait, vous avez une section recrutement qui est ouverte. Voilà, vous savez tout. Très bonne journée, Benoît Grunewald. Merci beaucoup, Florence. À bientôt. Au revoir.